Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. C'est le nouvel enjeu énergétique de ce début de siècle, le boom de l'électrique, poussé par l'interdiction de la vente de véhicules thermiques, essence ou diesel annoncé pour 2035 en Europe, poussé plus globalement par les besoins du développement des énergies renouvelables. Au cœur de la transition, il y a cet objet indispensable, la batterie électrique, ou plutôt les batteries. Mais aura-t-on assez de matières premières pour fabriquer toutes ces batteries dont on a besoin pour se passer des énergies fossiles ? Les enjeux sont nombreux à propos de ces matériaux critiques, comme on les appelle. On n'a pas de pétrole, mais on a du lithium, lançait à l'automne dernier le président Emmanuel Macron sur un ton optimiste. Pas si simple. Les matériaux critiques en question, c'est l'objet de cet épisode de Cap sur la transition, avec pour nous éclairer Jean-Philippe Hermine, coordinateur à l'IDRI de l'initiative Mobilité en transition. C'est parti. Bonjour Jean-Philippe Hermine. Bonjour. Lithium, cobalt, nickel, cuivre, terres rares, les cours de ces matériaux critiques ont explosé, signe qu'ils sont devenus incontournables pour engager la transition. Et c'est un sujet, je le disais, qui suscite beaucoup de questions. Est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde ? Passe-t-on d'une dépendance à une autre ? Sait-on les prélever, ces matériaux, sans dommage pour les travailleurs des mines et pour l'environnement ? En tout cas, on va en avoir un besoin phénoménal. Est-ce qu'on peut d'abord les passer en revue rapidement, ces matériaux, qu'on ait bien en tête de quoi on parle ? La batterie, elle est constituée de nombreux métaux, c'est d'ailleurs ce qui fait son prix. Le cuivre, l'aluminium, que l'on connaît bien, et puis des matériaux de la cathode qui sont composés, pour la majorité des batteries de nos véhicules électriques, téléphones ou ordinateurs en Europe, de lithium, de cobalt ou de nickel. Alors, ces métaux de la transition, on les dit critiques, mais pas parce qu'ils sont rares, simplement parce que jusqu'à présent, on n'avait pas un usage massif de ces matières premières. C'est pas le cas pour le cuivre, qu'on exploite depuis 10 000 ans. Bien sûr, il va en falloir plus. Un véhicule électrique, c'est 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Mais pour les autres métaux de la batterie, le problème, c'est que on a des capacités de production aujourd'hui qui ne sont pas en adéquation avec la demande qui croît extrêmement rapidement. Les besoins vont exploser. On va avoir besoin de 20 fois plus de batteries d'ici 2040. Et ce qu'on sait déjà, que lorsqu'on fait des simulations, c'est qu'on va devoir multiplier par 7 les quantités de lithium que l'on va consommer d'ici 2030 et par 2 les quantités de cobalt et de nickel. D'où une tension sur les prix. Voilà, dans ce contexte, on a déjà une tension sur les prix. Cette tension est traduite par une envolée des prix. Sur le cuivre, on a eu 50% d'augmentation du prix ces 3 dernières années. Sur le lithium, c'est x6 ou x7 que l'on a fait sur les prix. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle parce que ça rend les projets miniers, en quelque sorte, d'autant plus intéressants et profitables. Donc, on a des projets qui se développent. Et puis on ne les trouve pas partout, ces métaux. Est-ce qu'ils sont rares ? Alors, ils ne sont pas réellement rares. Ils sont présents sous la croûte terrestre. Encore une fois, c'est une question de cinétique, de mise en œuvre de ces nouvelles mines ou de ces nouvelles capacités minières dans les mines existantes qui se posent, puisque ça nécessite un temps long. On parle de plusieurs années, dizaines d'années quelquefois, pour démarrer un nouveau projet. Or, la croissance de la demande va très très vite. Elle est imposée, elle, par l'enjeu du réchauffement climatique et le besoin qu'on a de se désensibiliser très fortement des énergies fossiles. Rapidement, vous n'avez pas parlé justement de ce qu'on appelle les terres rares. On entend souvent qu'il en faut beaucoup, qu'elles viennent toutes de Chine. Qu'en est-il ? Alors, les terres rares, on en parle beaucoup, effectivement, mais peut-être à tort quelquefois. On en a besoin dans les éoliennes, mais pas nécessairement dans les véhicules électriques. C'est une option pour le moteur électrique et non pas pour la batterie. Et certains constructeurs ont d'ores et déjà décidé de ne pas les utiliser, tels que Tesla ou Renault. Donc, ce n'est pas un problème nécessairement de la batterie. Et d'ailleurs, pour se désensibiliser de la pression sur ces matières premières, on peut aussi utiliser d'autres chimies de batterie, telles que le LFP, lithium ferrophosphate, qui est une façon aussi de se désensibiliser. Donc, on a des solutions alternatives potentiellement. Globalement, ce qu'on comprend à propos de ces matériaux critiques, c'est que leur extraction n'est pas indolore. On va utiliser beaucoup d'énergie pour les extraire, utiliser beaucoup d'eau aussi, et on connaît la tension qui existe sur les ressources en eau. On pourrait se dire, Jean-Philippe Hermine, tout ça pour ça, et se demander, est-ce que c'est vraiment pertinent cette course à l'électrification finalement ? Alors, vous soulevez un problème qui fait débat et qui est très important, qui nécessite beaucoup d'exigences et de vigilance. C'est celle des conditions de production de ces matières premières, d'un point de vue social, conditions de travail ou environnementales. Parce que, en fait, aucune mine n'est réellement propre.
Mais il y a des mines plus ou moins sales, en quelque sorte. On a des mines qui sont plus ou moins gérées, qui vont utiliser plus ou moins d'eau, qui vont la recycler ou pas, ou plus ou moins d'énergie décarbonée. Il y a donc une grosse graduation d'impact entre les différentes mines. C'est donc très important d'être vigilant sur ce point. Mais de notre côté, et je pense que la question que vous posez pose un autre sujet, c'est celle de l'usage que l'on va faire de ces matériaux comparé à l'usage que l'on fait des énergies fossiles. Oui, parce qu'on se dit on passe d'une dépendance à une autre. Voilà, mais ce n'est pas la même nature de dépendance. Dans un cas, les énergies fossiles sont une énergie de stock qui ont mis 500 millions d'années à s'accumuler sous terre et qu'on extrait en 100 ans. Et pour les consommer, on les brûle et ce faisant, elles disparaissent d'une part et on crée des gaz à effet de serre. Ouais. Pour ce qui est des métaux qui vont constituer les batteries, finalement, ce sont des matériaux qui vont constituer un vecteur énergétique pour stocker et redistribuer cette énergie sans être détruits. C'est-à-dire que, in fine, ces matériaux peuvent être réutilisés pour refaire de nouvelles batteries dans une logique d'économie circulaire. On peut recycler dans quel pourcentage les métaux de la batterie électrique ? Très gros pourcentage, autour de 90-95%. C'est d'ailleurs ce que va imposer la réglementation européenne sur le recyclage des batteries. Donc, on a un produit finalement qui pourrait être réutilisable. Et si on étend la logique jusqu'au bout, en 2040-2050, lorsqu'on a par exemple électrifié tout notre parc, eh bien on disposera de la matière première pour refaire des batteries et sans dépendre d'autres pays dans une logique d'économie circulaire. Donc on pourra aussi résoudre des problèmes de souveraineté potentiellement ou de dépendance géopolitique dont on sait toutes les conséquences qu'elles peuvent avoir. Et pour générer cette économie circulaire, ça veut dire qu'il va falloir rouvrir des mines, notamment en France ? Alors, il va falloir travailler à la fois sur l'ouverture de nouvelles mines et le développement de l'industrie du recyclage. La question d'ouvrir des mines en France ou en Europe, celle-là aussi fait débat. On parle du lithium qu'il y a dans l'Allier, par exemple. Tout à fait, c'est un très bon exemple. Et on a pour à peu près chaque projet d'ouverture de mines en Europe le même schéma d'une résistance ou d'une réserve des populations locales. Et on les comprend parce que, on l'a dit, il y a un impact sur la biodiversité, sur l'usage de l'eau, toute une série de nuisances. Et on n'a pas été extrêmement performant dans le passé dans la gestion des mines ou dans la fermeture des mines, on le sait. Et d'ailleurs, en France, on a fermé quasiment toutes nos mines. C'est-à-dire que dans l'imaginaire national, les mines, c'est sale. Et c'est du passé. Et c'est du passé. Et on est parti s'approvisionner partout à travers le monde. Là, il y a quand même un problème de souveraineté, de transition, on l'a dit, et puis moral aussi, quelque part. Il est important de considérer que si on veut réaliser une transition technologique en Europe, eh bien, il faudra bien prendre sa part, en quelque sorte, et surtout être en capacité de démontrer qu'on est capable d'exploiter correctement, socialement, environnementalement, des matières premières. C'est un préalable absolument nécessaire pour avoir des exigences éventuellement sur les mines et les gisements qui sont lointains. Il n'existe pas de mines propres, mais il y a des mines très sales, m'avez-vous dit. Si je vous entends bien, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de tenir le temps que cette économie circulaire dont vous parlez se crée, se mette en place avec des matériaux qu'on pourrait recycler, une moindre tension sur l'extraction. Ça veut dire qu'on a surtout un problème de timing aujourd'hui ? Oui, on a 20 années qui vont être compliquées devant nous. D'ailleurs, Olivier Vidal disait, dans les 20 ans qui viennent, on va devoir, sur ces matériaux critiques, extraire autant de quantités qu'on en a extrait depuis l'Antiquité. Ah oui. Voilà, c'est pour donner l'ampleur du défi qui se pose. Les tensions très fortes, c'est prévisible pour 2030 ? Les analystes sont d'accord pour dire qu'avant 2030, 2027, 28, 30 vont être des moments difficiles lorsqu'on considère le temps d'ouverture des mines et l'explosion de la demande. Vous disiez que ça va permettre de désensibiliser d'une dépendance géopolitique. Est-ce qu'on est condamné pendant ces 20 ans, pendant cette période de transition, à être dépendant alors on parle beaucoup de la Chine dans cet intervalle-là. Alors, il est important de trouver l'indépendance, mais plutôt en matière de procédés, parce que, en fait, la Chine n'est pas réellement un pays producteur, un pays minier. La Chine est pour l'instant incontournable, mais ce n'est pas du tout irréversible. Elle est incontournable parce qu'elle a développé une industrie de transformation, une industrie de raffinage de ces matériaux, d'affinage et de préparation des précurseurs de cathodes, à travers des brevets, à travers des installations capacitaires qu'elles ont déjà relativement amorties, qui sont subventionnées par ailleurs. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que 70% de ces métaux sont raffinés, affinés en Chine et passent par la Chine en quelque sorte avant de devenir des cathodes pour nos batteries. On saurait faire une chaîne de raffinage en Europe, par exemple ? C'est à la fois possible et indispensable. C'est d'ailleurs l'objet des politiques actuelles développées au niveau européen, au niveau national en matière industrielle. Le projet
à l'industrie verte en France ou à travers le pacte Fit for 55, par exemple, le pacte du Green Deal, qui inclut un volant industriel, c'est très important effectivement de développer ce savoir-faire, ces capacités, au-delà des gigafactories qui sont juste l'assemblage des batteries et au-delà de l'ouverture des mines dont on a... La chaîne de transformation. Toute la chaîne. Jean-Philippe Hermine, on retiendra cette bonne nouvelle. La tension sur les matériaux critiques est passagère. On a 20 ans un peu difficiles devant nous. Dans cet intervalle, c'est important d'être frugal. C'est très important ce que vous dites et j'insiste sur ce point-là. En fait, lorsqu'on vient de dire tout ce qu'on s'est dit, il y a des tensions, il y a des difficultés à s'approvisionner. Eh bien, la solution, ce n'est pas de se donner plus de temps pour faire cette transition technologique. C'est parce qu'on sait que si on se donne 5 ans de plus, eh bien dans 5 ans, on sera au même point, on va procrastiner et on sera dans les mêmes conditions avec les mêmes problèmes. L'important, c'est de tirer les conclusions de ce que je viens d'expliquer. Puisqu'il y a une tension sur les ressources et les matières premières, puisqu'il y a cette période qui est difficile, eh bien ça nous impose d'avoir une réflexion sur nos besoins, c'est-à-dire sur la sobriété, la frugalité de nos objets. Avoir des véhicules peut-être plus petits, avec des batteries plus petites, moins se déplacer ou partager les véhicules. Donc on en revient de toute façon à la question de la sobriété et de la réduction de la demande. Et là, c'est d'autant plus vertueux, mais on voit aussi que ça s'impose d'un point de vue industriel par rapport à cet enjeu minier et cet enjeu des matériaux critiques. Merci beaucoup, Jean-Philippe Hermine. C'est la fin de ce coup de projecteur sur les matériaux critiques qui composent nos batteries. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'IDRI sur son site IDDRI ainsi que sur les comptes LinkedIn et Twitter de l'Institut. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.